C'est un rapport qui est déjà très attendu, celui sur la transformation numérique de l'économie française. Pas moins de 3 ministres de Bercy ont officiellement confié début 2014 la conduite des travaux à Philippe Lemoine, que je reçois aujourd'hui et qui doit remettre ses conclusions et ses recommandations en juillet prochain. Bonjour Philippe Lemoine. Bonjour. Alors vous êtes PDG du groupe Laser, vous êtes président de deux fondations, la FING et le Forum d'Action Modernité, et ancien groupe des Galeries Lafayette. Alors vous étiez venu sur Xerfi Canal juste après la campagne présidentielle en mai 2012 et vous déploriez alors que le thème de la croissance n'ait pas été plus abordé au détriment des sujets de société notamment. Avez-vous le sentiment que depuis les choses ont changé, notamment par exemple avec la mission qui vous a été confiée sur la transition numérique ? Je pense que cette mission arrive dans un bon momentum. D'abord parce qu'il y a, on va y revenir certainement, pas mal de questions que les entreprises se posent aujourd'hui, même des entreprises, des grandes entreprises qui pensaient il y a 5-6 ans avoir déjà complètement réglé parce qu'elles avaient un bon site internet, des bonnes équipes, avoir réglé la question du numérique, comme on le dit, mais aujourd'hui qui sont vraiment confrontées et qui se posent des questions par rapport à la dimension de transformation profonde qu'elles doivent mener. Donc, tout le monde est concerné. Ah, je crois que tout le monde est concerné, oui. Et en même temps, c'est un bon momentum par rapport... on est dans un contexte général dans lequel il y a des changements dans les rapports entre l'État, le pouvoir politique, les entreprises. Et là, on est typiquement dans les thèmes où vont se forger les nouveaux langages, les nouvelles façons de raisonner pour ces rapports entre entreprises et l'État. Alors, quels sont les problèmes les plus urgents à traiter? Quelles sont les urgences auxquelles il faut faire face pour la France? Autrement dit, où sommes-nous en retard par rapport à nos voisins? Je ne sais pas si c'est un problème avant tout de retard. En France, on aime bien dire il faut se bouger quand on est en retard. Je crois que s'il y a un retard, mais il est séculaire en France, c'est le fait que les entreprises sont... on a une vitalité, on a beaucoup d'entreprises nouvelles qui se créent chaque année. On n'a pas une démographie d'entreprises qui leur permette d'arriver, d'avoir des chances importantes d'arriver dans les grandes. Moyennant quoi, les grandes entreprises en France sont des entreprises relativement anciennes, qui font les efforts pour se moderniser, notamment en matière de technologie, qui ne sont pas des entreprises aux États-Unis, tout de même sur les 100 plus grandes, 63 ont moins de 30 ans. Leur rapport avec l'économie, la société est très contemporain. Et ça, c'est une question typique qui est posée par cette évolution du numérique, qui pose tout le problème, qui repose le problème des rapports entre l'économie telle que les entreprises la vivent et la société, les besoins, le marketing, l'interaction avec le grand public. Alors, je voudrais juste rappeler un postulat qui est dans la lettre de mission qui doit guider vos travaux. Les acteurs privés et publics n'ont toujours pas pris la mesure de ces bouleversements du numérique et ne sont pas préparés à affronter ce choc de la numérisation. Est-ce que dans votre mission, il y a aussi comme objectif de réfléchir aux moyens de protéger les business les plus fragilisés finalement par la transition numérique? Je pense notamment à Arnaud Montebourg qui suggérait il y a quelques temps de ralentir l'innovation pour justement protéger ces vieux business. Oui, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà parce que si vous prenez par exemple les titres de la presse économique des dernières semaines, moi j'ai regardé depuis le mois de septembre dernier, et vous voyez des titres dans le genre « C'est 50 startups qui vont tuer votre business ». Il n'y a pas d'abri anti-numérique. La révolution technologique m'a tué. Un tsunami Internet va se préparer sur la distribution. C'est associé à cette notion de peur, hein, finalement. Ah oui, mais ça, c'est pas uniquement des secteurs qui seraient sur le flanc, c'est l'ensemble de l'économie, c'est l'ensemble des acteurs, même les plus grands, qui se disent, finalement, est-ce que moi, qui suis très très fort en matière de réseau d'énergie, par exemple, est-ce que je vais gagner à la compétition des smart grids, ou bien est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir arriver... On dit souvent Google, parce que Google est l'image même de ce que des économistes ont appelé des surtraitants. Pas des sous-traitants, des surtraitants, c'est-à-dire des acteurs qui sont capables de transformer tout le monde en sous-traitants et de venir s'interposer entre le grand public et les secteurs économiques. Ça, c'est la grande peur qui existe actuellement. Et le problème qu'il faut éviter, c'est que derrière ces discours, derrière ces prises de conscience un peu négatives, il ne faut pas que la demande qui soit adressée à l'État soit uniquement une demande de protection. Parce que si on essaie de protéger les secteurs les uns après les autres, on va empirer cette situation qui existe en France et dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté pour les nouveaux entrants, pour les petites entreprises qui veulent se développer, d'utiliser
la vague Internet comme une opportunité plutôt que comme un risque, comme une menace. Donc il faut essayer de trouver un équilibre, et celui-là ne peut se trouver que dans l'anticipation. Je crois qu'il y a un mot-clé dans la lettre de mission qui m'est donnée, qui est d'essayer de mener un travail de prospective et d'anticipation. Alors justement, parlons un peu d'anticipation. Vous évoquiez Philippe Lemoine Google il y a un instant. N'est-il pas une urgence stratégique pour la France à développer ses propres outils numériques, encore plus aujourd'hui avec les révélations d'espionnage de la NSA? Moi qui suis un des papas de la loi française informatique et liberté, En 76. En 76, 77, voilà, la loi est de 78, j'aurais jamais pensé qu'on atteindrait les volumes, une volumétrie comme celle qui a été, vous voyez, quand sur un seul mois, en France, dans un seul pays, il y a des interceptions de communication et des écoutes qui sont avec des chiffres de plus de 70 millions, c'est quelque chose de tout à fait impressionnant. Quand c'est le cœur des révélations d'Edward Snowden, on démontre qu'il y a des accords, c'est ça Prism, des accords entre les grands du monde Internet, Google, dont vous parliez, Facebook, Apple, Twitter, etc., tout le monde, et l'agence américaine de sécurité, ça crée un problème énorme. Quelle est la nature de ces accords? C'est là où c'est encore plus compliqué. Le Patriot Act a créé un système aux États-Unis depuis les attentats des Twin Towers, dans lequel il y a tout de même 840 000, selon le Guardian, 840 000 personnes qui sont habilitées secret défense aux États-Unis, dont 135 000 dans les agences. Donc il y en a plein dans les entreprises. Et tous ces gens qui sont dans les entreprises, quel est leur véritable patron? Est-ce que c'est leur entreprise? Est-ce que c'est la NSA? C'est quelque chose de très compliqué. Il faut sortir de là d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est frappant, c'est que les grands acteurs américains, eux aussi, voient bien le danger mortel. Quand vous faites un métier d'intermédiation, votre fonds de commerce repose sur la confiance, et donc c'est très important. Aujourd'hui même, l'Allemagne tend la perche à la France pour dire est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on essaye d'aller plus loin en matière de gouvernance pour créer des acteurs européens? C'est une question très réelle, notamment pour tout ce qui est le cloud, pour tout ce qui est l'informatique dans les nuages, comme on le dit, c'est-à-dire la localisation sur mutualisée dans des vastes fermes de données, des données des entreprises notamment. Alors, on va essayer de positiver un petit peu après cet exercice d'anticipation, un petit peu et d'avoir évoqué toutes ces menaces. Quels sont les atouts de la France pour réussir cette transition numérique, Philippe Lemoine? Je pense qu'on est dans une période dans laquelle justement il y a beaucoup de nouveaux entrants, beaucoup de petites entreprises. Il me semble que si on faisait l'histoire, si on faisait une coupe à un moment donné géologique de quand datent les différentes entreprises, on voit que les entreprises françaises proviennent très souvent de grappes d'innovation. Il y a eu la grappe Second Empire, il y a eu la grappe de l'entre-deux-guerres, il y a eu la grappe des années 60. Aujourd'hui, on est dans le même moment. On est dans un momentum dans lequel il y a beaucoup d'entreprises nouvelles qui apparaissent, certaines très talentueuses. Vous avez bien vu au moment du Consumer Electronics Show le fait que plusieurs entreprises françaises étaient tout à fait à l'honneur. Tout le problème, c'est d'arriver à les faire croître et à les développer. Bon. Mis à part ça, c'est évident que chaque pays a des spécificités très fortes à faire valoir, et la France en a bien sûr dans le domaine culturel, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Voilà, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Alors, petite question un petit peu plus polémique. Il arrive souvent que les rapports commandés par les ministres aboutissent à des propositions de taxes. Dernier exemple en date, la taxe sur les smartphones du rapport Lescure. Est-ce que vous aussi, vous réfléchissez à des leviers fiscaux pour accompagner cette transition numérique? Assez souvent, la demande de protection, lorsqu'elle s'exprime de la part de tel ou tel secteur, peut être liée à une situation d'inéquité en matière fiscale, avec l'impression que les nouveaux entrants venant du numérique ont des avantages parce qu'ils ont délocalisé leur centre de facturation dans des pays à fiscalité basse, ou parce qu'ils font de la suroptimisation fiscale. Donc l'optimisation fiscale fait partie du problème. C'est bien sûr une question très très importante, c'est bien sûr très très important. Maintenant, il ne faut pas en rester à ce problème fiscal. On est sur un problème qui concerne tout autant la niaque, l'envie d'entreprendre, la capacité de créer des paysages entrepreneuriaux nouveaux, tout autant qu'un strict problème de fiscalité. Quels sont les autres leviers à actionner? C'est l'investissement public, c'est l'éducation. Quand vous entendez Barack Obama, par exemple, qui appelle les Américains à apprendre à coder, qu'en pensez-vous? C'est dans cette direction-là qu'il faut aller? Je pense que l'éducation est bien sûr très importante. Et l'éducation, ce n'est pas uniquement la sensibilisation à le code, c'est très important. Mais je crois qu'il y a une question qui est très importante, c'est aujourd'hui, vous voyez, dans l'économie, on se met à reconnaître un rôle beaucoup plus important aux entreprises, et c'est très bien. Mais les entreprises, c'est des êtres qui se transforment dans le temps. Et l'entreprise
d'aujourd'hui, l'entreprise du 21e siècle, ce n'est pas l'entreprise d'hier ou d'avant-hier, et notamment tous les processus d'innovation sont en train d'être changés très profondément. Et je crois qu'il faut absolument profiter de ce rapport pour aller beaucoup plus loin dans toutes les démarches que l'on appelle d'innovation ouverte. Depuis quelque temps, moi je constate qu'un certain nombre de grands groupes ont commencé à mettre en place de telles procédures. Dans le comité d'experts qui accompagne ma mission, il y a quelqu'un qui est patron de l'innovation ouverte chez Renault, mais il y a d'autres entreprises, Seb, Air Liquide, qui créent des lieux créatifs, qui créent des systèmes dans lesquels fonctionnent les acteurs traditionnels de l'entreprise avec des acteurs extérieurs pour avoir des démarches tout autres d'innovation. Ça, c'est extrêmement important. Vous savez, il y a des personnes qui ont pu comparer la France à un musée. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision. Mais justement, dans le domaine des musées, il y a une procédure qui est portée par un autre membre de notre comité, Muséomix, qui est quelque chose de tout à fait étonnant, dans lequel, au lieu de faire des commissions pour parler de l'avenir des musées et du numérique, pendant un week-end créatif, on met le personnel des musées, des personnes qui viennent, une cinquantaine, une soixantaine, des bons en matière de numérique, des designers, des gens un petit peu curieux, et qui occupent le musée, qui essaient de voir quel dispositif numérique on peut faire. Et ils le font. C'est le travail collaboratif. Ah, travail collaboratif. Et le mardi matin, lorsque les gens viennent dans le musée, hop, il y a quelque chose de transformé. Ça embarque les personnes d'une toute autre façon que de faire des grandes commissions et d'avoir une intelligence descendante. Eh bien, Philippe Lemoine, rendez-vous en juillet pour étudier les recommandations et les conclusions de votre rapport sur la transition numérique de l'économie française. Merci d'être venu sur Avec Graphic Canal. plaisir, c'est important.